des affaires qui ont eu lieu avant 2008. Alors on les juge aujourd'hui, on les présente aujourd'hui, mais en fait c'était des affaires sur des fonctionnements antérieurs. Moi ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'affaires scandales financiers depuis 2008, depuis qu'on a mis en place toutes ces mesures. Je touche du bois, comme on dit. Je n'ai pas vu, depuis 2008, sur des événements post-2008, de scandales financiers majeurs, en tout cas au niveau européen. Tout ce dont on parle en ce moment, SwissLeaks avec HSBC, tout ça c'est fait avant 2008. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance à avoir des commissions bancaires beaucoup plus élevées également? Non. Enfin, parce que les banques ne seraient pas tentées à dire nous allons faire payer ça. Le client ne l'accepte pas et donc vu la concurrence et vu la capacité des clients à payer les frais, on ne peut pas se permettre. Donc aujourd'hui, on a une vraie tension sur nos marges bénéficiaires. Et donc c'est pour ça qu'on est beaucoup à regarder le digital, la banque à distance, Internet, parce que ça va nous permettre d'économiser quelques coûts. Donc le risque qu'il y a en fait, c'est qu'on assiste à des baisses plutôt d'effectifs dans les banques européennes dans les années à venir, parce qu'on va beaucoup plus passer par Internet, on va beaucoup plus de la faire à distance, parce que c'est la seule moyen, parce qu'on ne pourra pas beaucoup honnêtement augmenter nos revenus, donc il va falloir qu'on gagne en productivité et qu'on gagne en efficacité. Tout à fait. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche à 7h. Nous parlons du système financier international et nous regardons les répercussions que ça peut avoir sur Haïti. On prend la pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame. Pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, surette pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mande banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bail service. Tout monde k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout monde l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon Zanana Koupengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mot, l'op c'est client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank.
Vous êtes sur Radio et Télémétropole, la radio à 3h de l'après-midi, Télémétropole le dimanche soir à 7h, vous suivez le magazine économique et nous parlons du système financier international. On parlait tantôt des coûts qui pourraient augmenter avec l'audit pour protéger bien sûr le système financier mondial et on craignait qu'il y ait des tensions du côté des banquiers pour augmenter leurs revenus, pour maintenir la marge, vous avez bien expliqué. Mais pourquoi les banques en général, et je suppose en France c'est pas trop différent, il y a une réputation qui est mauvaise, à savoir les gens pensent toujours au niveau du capitalisme. Voilà, et les bandits, les diables. D'accord. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça chez nous. Enfin, je ne sais pas à Haïti, mais si vous voulez, chez nous, quand vous interrogez effectivement les clients, les gens, sur les banques en général, ils ont une assez mauvaise opinion, et ça s'est dégradé avec la crise, hein, puisque chez nous, je crois que les dernières statistiques disent qu'à peine 55% des gens ont une bonne opinion des banques en général, ce qui est une des taux les plus faibles d'Europe. Même aux États-Unis, je crois que c'est 60-65% de bonnes opinions. Donc effectivement, c'est assez faible. Par contre, quand vous interrogez les gens sur leur banque, ils ont une bonne opinion à 80%. Vous voyez, donc il y a une image générale du système, il y a une de image l'industrie. générale du système qui est plutôt mauvaise, plutôt de la défiance, alors qu'on est plutôt positif quand on parle de son établissement. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire la comparaison avec Haïti, mais la raison, nous, on voit plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord chez nous quand même, dans cette culture catholique, etc., l'idée que l'argent, c'est pas bien. L'idée que l'argent, c'est pas, contrairement chez les anglo-saxons, où ils sont beaucoup plus à l'aise culturellement pour parler d'argent. Chez nous, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est suspect, on ne parle pas d'argent, on ne dit pas son salaire. Donc évidemment, quand vous avez au fond de vous un élément de culture qui dit que... une barrière naturelle. Une barrière naturelle. Il y a quand même un monsieur qui a dit devant des millions de personnes que son ennemi c'était la finance. Ouais. Donc si vous voulez... Mais qui par la suite a changé de position quand même. Oui, qui par la suite a changé de position. Du président français. Mais si vous voulez, c'est quand même, moi qui suis professeur de finance, quand vous avez un homme politique qui dit l'ennemi c'est la finance, vous êtes un peu quand même surpris. Moi je suis professeur de finance, j'ai pas l'impression d'enseigner des armes de guerre à l'ennemi, quoi, si vous voulez. Hein, c'est pas mon sentiment. Donc voilà. Donc en plus la finance est devenue un objet, un argument politique, un argument médiatique, et donc les médias, dès qu'il y a un bruit négatif à faire sur la finance, ils le font. Yeah. Donc il y a tout un environnement qui va tirer un peu l'image vers le bas. Et beaucoup de discours des banquiers sont inaudibles. Ils ont beau dire qu'ils font tout, qu'ils font des contrôles, qu'ils font ce que vous voulez. Moi, le fait de vous avoir fait cette interview et de vous avoir dit ce que je vous ai dit, les gens en France, ils vont me prendre pour un pro des banques, pour vraiment pour un défenseur de la cause des banques, etc. Et je ne fais que vous dire la stricte réalité des faits, sans en rajouter ou sans dire que c'était vraiment très bien ce qu'elle faisait, etc., etc. Il y a bien sûr des banques qui ne sont pas très bonnes. Est-ce qu'il y a un manque d'éducation également? Est-ce que chez vous en France, les élèves, les jeunes... Non, on ne peut pas parler de manque d'éducation. Je pense qu'il y a quand même un problème d'éducation. Je pense que l'éducation qui est faite en France sur l'économie, ça c'est mon sentiment, est une éducation qui est plutôt tournée vers anti-performance, anti-finance, etc. Okay. Je pense que... Donc les bouquins dans les... Oui, je pense qu'il y a des livres qui sont très orientés pour dire que ce sont des choses négatives. Il y a des revues qui sont données aux lycéens. Moi, j'ai mon fils qui est lycéen, donc je peux regarder. Okay. Quand je regarde ces revues, quand je regarde ces livres, je suis désolé, moi, je suis pas d'accord avec l'orientation qui est donnée. C'est une orientation, donc on peut en parler. Mais l'orientation qui dit qu'un système financier, pour être efficace, c'est ça qui est du développement, vous le voyez écrit nulle part. Pourtant, c'est bien la réalité, c'est prouvé. Donc, il y a sans doute effectivement aussi un problème d'éducation chez nous. Pas sur l'expertise ou les connaissances mathématiques, etc., mais simplement sur la philosophie des affaires, sur la place des entreprises dans une économie. Tout ça n'est pas forcément dit de la façon la plus positive. Et donc les gens, souvent, ont des a priori assez négatifs. Et c'est dur, même par la suite, de se sortir de ça. Et d'ailleurs, on voit nos meilleurs entrepreneurs, des gens qui sont très très actifs, qui quittent la France aujourd'hui, qui vont entreprendre au Canada, qui vont entreprendre à Londres. Il y a une fuite de cerveau également. On a cru que c'était juste pour des raisons fiscales à un moment donné, parce que l'État avait augmenté les impôts. Non, moi je vois ça, mes jeunes diplômés français, il y en a une bonne partie qui partent à l'étranger parce qu'ils considèrent qu'ils auront de meilleures conditions pour travailler à l'étranger, pas parce que le pays est mieux. Même ils vont parfois dans des pays émergents ou des pays plus compliqués, mais parce qu'ils sont à la recherche d'un état d'esprit qui va les aider
à se développer plutôt que d'un état d'esprit qui va tout faire pour les tirer un peu vers le bas. Vous avez fait une déclaration au cours du séminaire qui a été rapportée par la presse locale, la relation entre système financier et développement économique. Est-ce que vous pouvez retourner là-dessus? Oui, ben, je disais au séminaire en fait que j'ai visité dans ma carrière à peu près une quinzaine de pays émergents, et ça sur une longue période. Et ce dont je m'apercevais, c'est que là où la croissance s'était développée, là où les pays avaient atteint un nouveau palier de développement, c'est parce que le système financier s'était mieux structuré. Ça veut dire quoi, mieux structuré? Ça veut dire que le régulateur avait mis en place des règles très précises, diversifiées, des règles quantitatives et des règles plus qualitatives, notamment sur la conformité, que le régulateur était crédible pour contrôler et sanctionner les banques qui ne respectaient pas ces principes-là. Donc ça, c'est déjà une partie. Donc l'État a évidemment un rôle à jouer dans l'amélioration et la sécurisation du système financier pour donner confiance aux gens pour qu'ils déposent. Et puis après, c'est le problème des banques elles-mêmes qui doivent attirer des déposants et être capables, avec les dépôts, de faire les meilleurs crédits auprès des entrepreneurs, auprès des habitants pour qu'ils se logent, etc. Donc mon constat est qu'il y a un lien, alors ce n'est pas la seule raison, mais il y a un lien assez direct entre la qualité du système financier, son efficacité et le niveau de développement d'un pays. Ça, c'est avéré. Mais est-ce qu'il faut approfondir le système financier, puisqu'on prend les cas des petits pays comme Haïti, où c'est le système européen, où on dépend considérablement du système bancaire pour financer. Or, notre surface est beaucoup plus faible. Donc, est-ce qu'il faudra diversifier, approfondir le système financier? Je crois qu'il y a des initiatives qui sont prises déjà en termes de microfinance. Donc, je crois qu'effectivement, un des problèmes d'Haïti, mais de tous les pays émergents, c'est d'avoir une partie informelle qui est encore trop importante par rapport à la partie formelle. Donc, il faut trouver un moyen pour réduire cette partie informelle et pour faire basculer les gens dans une partie formelle. Et là, c'est vrai que le système de la microfinance est sans doute un système de sas, de transition vers le formel. Je ne pense pas, j'ai été dans beaucoup de pays d'Afrique, je ne pense pas qu'on doive maintenir les gens dans la microfinance. La microfinance, c'est l'amorçage. C'est l'amorçage pour passer à autre chose. Alors, cette microfinance, évidemment, elle a aussi ses critères d'efficacité. C'est-à-dire que tout ce qui est compliance et autres, ça s'applique aussi aux institutions de microfinance. Il faut faire en sorte que les institutions de microfinance soient aussi efficaces que des banques classiques. Donc, il faut que soit des banques classiques créent leurs institutions de microfinance pour amener de plus en plus de clients vers le système formel. Il faut évidemment regarder les initiatives étatiques ou les initiatives des banques multilatérales ou des organisations internationales qui sont toujours éventuellement à pouvoir aider dans le dispositif de microfinance. Donc je pense que je connais moins bien les données financières ici en Haïti sur la microfinance, mais là aussi, dans les pays, un système de microfinance qui fonctionne avec des institutions de microfinance qui sont viables, parce que ce n'est pas de la charité la microfinance, il faut que ce soit viable, eh bien c'est en général là aussi une des conditions pour que le développement économique du pays puisse se réaliser. Donc l'inclusion financière serait fondamentale. Oui, l'inclusion financière est fondamentale. L'inclusion financière elle est fondamentale. Vous éliminerez jamais totalement l'informel, il existe dans tous les pays. Cela dit, il faut le ramener à une proportion beaucoup plus réduite et faire en sorte que l'épargne des gens, que les gens s'habituent à l'épargne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a quelques centaines d'années, où on était à la fin du 19e siècle, en gros, eh bien, il y a des institutions comme les caisses d'épargne, justement, qui ont éduqué les gens à l'épargne pour éviter qu'ils consomment tout, même si c'est $1, $2, 1 euro, 2 euros. Il faut s'habituer à épargner sur des petits plans. Il y avait le livret A à l'époque, qui a été créé en France. Et ça a eu un grand rôle dans l'habitude qui est donnée aux gens de constituer une épargne. Et à partir de là, le système est amorcé, quoi. Et donc, Une serait terminée sans vous demander de faire un petit résumé pour nous sur une réflexion sur les freins au développement dans les pays en voie de développement. Mais ces freins, en général, tout système, tout pays se développe sur 3 piliers. Piliers socio-démographiques, politiques et économiques. Ces 3 piliers fonctionnent en interaction. Il n'y en a pas un, puis l'autre, donc ça fonctionne en interaction. Donc, si vous me permettez, j'insisterai sur le pilier social, socio-démographique, parce que je pense que c'est là que tout part de là, même si c'est parfois difficile à vérifier.
Moi, je pense que quand je regarde là encore mon expérience, là, ce n'est pas une étude scientifique que je vous livre, puisque jusqu'à présent, je vous ai quand même donné des éléments qu'on a vus dans des études, dans des thèses, dans des livres. Donc voilà, là, je vais vous donner plus un sentiment, des convictions de mon observation d'une quinzaine de pays. Premièrement, les pays qui ont le plus vite émergé, si je vois notamment les pays d'Asie, la Chine ou le Vietnam, que je connais très bien, on s'aperçoit que ce sont des pays où la culture de l'effort est intense. Les gens ont travaillé très intensément, travaillent très intensément, 10, 12, 15 heures par jour. Et nous, quand on va travailler là-bas, on se met dans ce rythme-là. Et évidemment, on est très surpris par rapport même au rythme C'est difficile français. pour un Français qui travaille 35 heures. Voilà. Donc moi, quand je vais dans ces pays-là, je fais 35 heures en 3 jours. Quoi. Donc, si vous voulez... donc je m'aperçois que les pays qui ont le plus avancé, c'est les pays qui avaient une culture de l'effort. Je m'aperçois que ce sont les pays qui avaient une culture de l'efficacité, c'est-à-dire qui placent en premier l'efficacité et des gens efficaces plutôt que de placer les copains qui sont moins efficaces, on va le dire comme ça. Donc si le clientélisme l'emporte sur l'efficacité, j'ai jamais vu des pays se développer rapidement dans ces conditions-là. C'est également la rigueur dans le travail, la rigueur dans le respect des procédures. La compliance ne marche que si vous avez des gens qui ont une culture de la rigueur. C'est également tout ce qui va avec un petit peu la vision de long terme. Moi, je trouve souvent, dans certains pays, que des personnes cherchent à s'enrichir très très vite, en 2-3 mois, elles essaient de faire un coup. Non, cette culture du coup ponctuel pour essayer de s'enrichir très vite, ça va à l'encontre du développement économique. Il faut cibler du développement sur plusieurs années. Alors évidemment, ça peut paraître long, fastidieux, incertain, mais voilà, il faut basculer dans une vision plus de long terme. Et en fait, je pense qu'une autre caractéristique, c'est vraiment la solidarité. Alors, ce n'est pas la solidarité avec ses amis, juste c'est la solidarité avec son entreprise, avec la cause que l'on défend et l'entreprise que l'on défend. Donc, si vous avez des personnes dans les entreprises qui sont solidaires de l'entreprise, qui font tout pour s'en sortir, que le patron est solidaire de ses employés, que les salariés sont solidaires du patron, ça c'est une vraie solidarité qui porte une entreprise. Et si toutes les entreprises sont portées comme ça, en tout cas un grand nombre, eh bien je ne peux imaginer qu'un pays soit porté que vers le haut dans ces conditions-là. Donc c'est vraiment, je pense, un état d'esprit fondamental. Et comme je le disais au séminaire, je pense que plutôt que de tout attendre de l'État, plutôt que de se lamenter sur son système politique, plutôt que de se lamenter des conditions économiques qui ne sont pas toujours, c'est vrai, encourageantes, eh bien je pense que c'est à chacun de se prendre en main et de se dire qu'est-ce que moi je vais faire pour le pays et pour moi. Voilà, chacun a ses problèmes. Je suppose qu'en France, vous avez vos propres problèmes. On est à peu près dans cette logique. Il y a souvent des choses qui nous découragent en France. Il y a des évolutions qui ne sont pas toujours, de mon point de vue, moi qui me posent quelques difficultés. Mais bon, si on s'arrête à ça, bien on ne va pas aller très loin. Moi, j'avais un de mes vieux professeurs qui me disait « L'optimisme est un devoir de la pensée ». Donc c'est la pensée que je vous livre aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric Lamarck, surtout d'avoir partagé avec des professionnels haïtiens, bancaires, système financier, cette opportunité de comprendre mieux ce qui s'est passé dans le monde au niveau du système financier international et les répercussions d'ajustement qu'on aura à faire en Haïti. Donc vous revenez? On m'a demandé de revenir et donc je vais regarder mon calendrier pour essayer de trouver une nouvelle semaine pour venir. Ça ferait plaisir. Merci de votre invitation. Voilà, chers téléspectateurs, auditeurs, vous venez de suivre le magazine économique et bien sûr, nous parlons du rendez-vous économique sur Radio et Télémétropole. À la semaine prochaine.